Dan, bonjour. Bonjour Claude. Bienvenue à la nouvelle édition de Rendez-vous chasse et pêche. Merci. On a un oiseau avec nous autres aujourd'hui, mais finalement, ces oiseaux-là, l'année passée, on en a parlé. Toi, tu fais la reproduction en captivité ici. J'aimerais ça qu'on essaie d'expliquer et de montrer aux gens qu'est-ce qui se passe au juste au niveau du centre, parce que c'est presque unique au Québec, ça. En fait, c'est unique au Québec. Depuis toute l'histoire, dans l'histoire du Québec, là, au niveau de la fauconnerie, c'est vraiment le premier centre privé où on fait de la reproduction en captivité dans le but de fournir d'autres fauconneries, d'autres fauconniers, etc. Donc, c'est pas comme élever non plus des poules ou des faisans ou des cailles. Les oiseaux de proie, bien, ils vont se reproduire une fois par année. Et donc, on veut mettre tout en œuvre. On a beaucoup de choses qu'on doit faire en tant que reproducteur pour avoir tous les éléments là, au niveau du succès pour obtenir des œufs fertiles. Ouais, bien, quand on parle d'œufs, là, on voit le rituel, tu as même ton propre petit couvoir là, pour que justement ces œufs-là viennent à maturité pour être sûr qu'ils vont donner un poussin finalement. En fait, il y a au moins 5 éléments qu'on doit tenir compte. Il y a la température au niveau de l'incubateur, l'humidité relative, le tournage des œufs, l'échange d'air et puis la perte de poids initiale des œufs qu'on va calculer là, à l'aide d'un calcul mathématique. Bon, est-ce que c'est les parents qui vont couver l'œuf, puis après ça, toi, tu les enlèves pour faire le reste du travail? Comment ça se passe? OK. Au début, lorsque la saison de ponte est commencée, quelque part à la fin mars et début avril, d'autres espèces, ça va s'extensionner jusqu'en mai-juin, on va laisser une période d'incubation naturelle d'environ une dizaine de jours. Par la suite, on va retirer les œufs des parents pour les placer à l'intérieur de l'incubateur. Et puis, à ce moment-là, les parents vont encore se remettre en mode de reproduction, si on veut, pour reproduire un recoctage pour une deuxième ponte fertile durant l'année. Ah, ils vont être capables de faire ça. On pourrait même pousser jusqu'à 3, 4 et même certaines espèces jusqu'à 5 recoctages. Mais nous, ici au centre, on ne fait pas ça parce qu'on ne veut pas trop taxer nos oiseaux. Oui, c'est ça, parce que finalement, la femelle n'est pas supposée en faire plus qu'une fois par année. Donc déjà, la forcer d'en faire 2 fois, 3 fois, ça serait peut-être, je ne dis pas l'handicaper, mais on ne sait pas ce que ça donnerait. Bien, en fait, Claude, à l'état sauvage, lorsqu'un raton laveur ou un prédateur va nuire à la première nidification, à la première ponte d'œuf, les oiseaux à l'état sauvage vont recocter, vont refaire une autre ponte. Donc, nous, ce qu'on fait en captivité, c'est d'essayer de reproduire ces mêmes éléments-là qu'on retrouve à l'état sauvage pour en tirer profit, là, finalement. Écoute, Dan, on va se revoir la semaine prochaine. Ça, c'est fort intéressant. Et semaine après semaine, on va voir grandir ces oiseaux-là, puis on va voir le soin que tu leur apportes. En attendant, les gens veulent avoir l'information. C'est le Centre de fauconnerie traditionnel du Québec. Exactement. On peut nous rejoindre au www.centredefauconnerie.com ou au 475-4134 dans le 418. Merci beaucoup, Dan. Merci. Dan, ce que les gens vont trouver intéressant, c'est de nous voir semaine après semaine et ils suivent l'évolution de l'oiseau. Et ça t'a demandé un travail incroyable depuis mars passé, donc depuis la saison passée. Tu as tout filmé ça, tu as pris soin de nous apporter les images qu'on voit présentement. Deuxième étape, la semaine passée, on a eu les œufs, mais là, maintenant, il va falloir les rendre à terme, ces œufs-là. Il va falloir qu'ils sortent un bébé viable de ça, là. Exactement. Et puis, c'est là où c'est le moment le plus stressant, dans le fond, pour un reproducteur. OK? Une fois qu'on sait qu'on a des œufs fertiles, bien, c'est de les amener à éclosion pour que l'embryon se développe à son plein potentiel et puis qu'on puisse avoir des petits là, cette année-là. On voit un œuf sur la balance qui bouge. C'est vraiment le bébé à l'intérieur de l'œuf? C'est l'embryon, OK, le fœtus, l'embryon à l'intérieur de l'œuf qui bouge littéralement là, pour commencer le travail là, pour l'éclosion. Est-ce que tu dois peser ces œufs-là pour savoir où il est rendu à terme, finalement? Exactement. On a une charte avec, normalement, c'est entre 15 et 18 de perte de poids initiale de l'œuf que l'on doit respecter au cours du nombre de jours d'incubation à l'intérieur là, de l'œuf. OK? Donc, pour que l'embryon se développe comme il faut. Par la suite, un autre stage qui est très important, c'est l'éclosion, où on doit avoir là, beaucoup de références, de connaissances, de patience aussi avant de commencer à faire une interaction dans ça, parce qu'on peut tuer littéralement un jeune qui, normalement, aurait bien éclos,
on pourrait le tuer en étant trop pressé, par exemple, de vouloir achever une étape. Là. OK. L'oiseau pourrait saigner à mort et puis... Ah oui? Exactement. Donc, en milieu naturel, finalement, on ne le voit pas parce que c'est rare que les gens soient capables de filmer ça dans un nid d'oiseau de proie. Mais toi, ici, tu es privilégié d'être capable de voir ça vraiment très, très près comme ça. Bien, ce qui arrive, c'est qu'on doit porter assistance parce que tout est fait de façon artificielle. Donc, on doit porter assistance lorsque on juge le moment opportun, mais on ne doit pas presser les choses non plus parce que sinon, bien, c'est tellement fragile. Là. En temps normal, l'œuf qui va se briser, la coquille va se briser, le petit veut sortir. Est-ce que la mère va lui aider en temps normal ou comment ça se passe, Dan, d'après toi? En temps normal, non. Tout se passe en dessous du ventre de la femelle ou encore du mâle. Et puis, normalement, l'œuf éclot ou tout simplement, il éclot pas. Ce que la femelle peut faire à l'occasion, régulièrement, elle va tourner les œufs, au même principe qu'on le fait avec un incubateur. Sauf qu'il n'y aura pas d'aide directe portée lors de l'éclosion de la part des parents. Dan, je te remercie beaucoup. On se voit la semaine prochaine pour commencer à voir qu'est-ce que ça a l'air, ces petits nouveaux-là, et qu'est-ce que ça va donner à la fin, finalement, de la série complète. Exactement. Merci beaucoup, Claude. Aujourd'hui, Dan, c'est un moment privilégié pour nous. On va finalement assister à la naissance des bébés. On va voir ce que tu as fait depuis tout ce temps-là, tout le travail de moine que tu as fait pour garder ces oiseaux-là en vie et ces œufs-là en santé. Là, le bébé va venir au monde, mais ma grande question, moi, c'est comme dans le peuple migrateur, on avait dit que les oiseaux étaient imprégnés de la première personne qui voyait. Donc, toi étant la première personne que l'oisillon va voir, est-ce qu'à ce moment-là, ça va devenir une perruche ou finalement, ça va rester un oiseau de proie? Il y a deux grands types, Claude, de phénomènes d'imprégnation chez les oiseaux. Ce qu'il faut savoir à la base, c'est qu'on a les oiseaux qui sont nidifuges et les oiseaux nidicoles. Les oiseaux nidifuges, c'est les oiseaux comme les perdrix, les canards, les oies, en fait, tous les volailles. Les oiseaux que l'on dit nidicoles, ce sont les oiseaux de proie, les passereaux, les corneilles en général. OK. Donc, un oiseau qui est nidicole va venir au monde comme un oiseau de proie pratiquement aveugle, avec un léger duvet ou même pas du tout. Il n'est pas capable de voir, il n'est pas capable de se nourrir de lui-même, il n'est pas capable de se déplacer. OK. Un oiseau qui est nidifuge va quitter le nid immédiatement. Il va être capable de se nourrir de lui-même, il va même voir et être capable de se déplacer en fait. OK? Donc, le phénomène d'imprégnation chez les oiseaux nidifuges est beaucoup plus rapide. C'est à travers les premières heures après la naissance. Donc, une perdrix, par exemple, on avait vu un reportage fait au Québec. Une perdrix, la femme, la personne ou l'homme ou la femme va être là au niveau des œufs. La petite perdrix vit au monde et le premier visage qu'elle voit, ça peut devenir sa mère facilement. Ce que je pourrais expliquer pour vous aider à comprendre, l'œuf d'un oiseau nidifuge est beaucoup plus pesant, plus protéiné que l'œuf d'un oiseau nidicole. Donc, lorsqu'ils viennent au monde, les oiseaux nidifuges ont beaucoup plus de choses acquises, innées, c'est-à-dire à l'intérieur d'eux. Donc, ils vont avoir du bagage déjà en venant au monde. Par contre, l'oiseau qui est nidicole, bien, il y a moins de bagage. Par contre, il y a un plus gros cerveau pour permettre l'apprentissage, tout au long de son développement. Donc, le phénomène d'imprégnation va prendre beaucoup plus de temps au niveau d'un oiseau de proie qui est nidicole qu'une perdrix ou un canard qui, lui, est nidifuge et possède déjà tous ces critères-là en venant au monde. Bon, bien, Dan, la semaine prochaine, parce que je pensais qu'on le ferait cette semaine, mais je vois bien qu'il va falloir que je sois patient jusqu'à la semaine prochaine. On va commencer à voir l'ouvrage de papa et de maman maintenant avec les nouveaux oisillons, c'est-à-dire toi et ta blonde, parce que c'est vous autres qui les avez partis. Et après ça, on va voir ce que les parents vont faire. Donc, on a bien hâte à la semaine prochaine. Merci beaucoup, Claude. Merci, Dan.
Dan, je suis persuadé que les téléspectateurs attendent cette chronique-là avec impatience. Ça fait déjà quelques semaines qu'on leur parle de la naissance des oisillons. Et aujourd'hui, on va voir finalement le résultat de ta patience vis-à-vis ces oiseaux-là. Là, on voit à l'image, ou on va voir à l'image dans quelques minutes, des oisillons que là, tu vas nourrir toi-même. Exactement. Je comprends aussi que c'est un phénomène qui est très fascinant de comprendre comment un oiseau de proie fait pour évoluer là, dès sa naissance jusqu'à ce qu'il soit complètement emplumé. Là. Et puis, on va voir justement les étapes que ça prend pour élever comme ça des oiseaux de proie. OK? La majorité des gens vont croire que les oiseaux de proie vont se nourrir de viande, alors que c'est complètement faux. Un oiseau de proie, pour sa subsistance, a besoin de se nourrir d'un autre animal au complet. Mais le problème avec la reproduction en captivité, c'est que si je nourris mon oiseau et que je ne supplémente pas au niveau du calcium, au niveau du phosphore, que je ne crée pas un équilibre dans ça, qu'ils vont retrouver chez les parents à l'état sauvage avec la salive des parents, bien, je risque d'avoir un oiseau qui se développe avec des maladies. OK, donc, si je comprends bien, ils ont besoin des plumes, ils ont besoin des os que la mère aurait broyés, qu'elle aurait ingérés, qu'elle aurait digéré et qu'elle vomirait à son bébé, finalement, en matière un peu plus solide. Là. En fait, Claude, c'est pas comme ça que ça se passe. Les oiseaux de proie ne vont pas prédigérer la nourriture. Ah non? Ils vont capturer le gibier à l'état sauvage, ils vont le mettre à mort, puis ils vont l'apporter au nid, ils vont le servir immédiatement au petit. OK. Puis avec les plumes et tout, et le petit va s'arranger avec ça. Exactement. Les parents vont produire des bécades, des petites bécades au petit, pour être certain que le petit ne va pas s'étouffer non plus. Donc, moi, je dois faire la même chose. Donc, je vais couper en petits morceaux des pièces d'animaux complets avec les plumes, les os, la viande, le poil, bref, l'animal au complet. Au complet. Oui. Et là, tu vas être obligé de faire ça plusieurs fois par jour, par exemple. Bien, au début, quand les oiseaux viennent au monde, là, après 24 heures, ils vont commencer à avoir leur premier repas, OK, entre 12 et 24 heures après la naissance. Et puis, ça s'étend là, jusqu'à 6 fois par jour. Donc, 6 nourrissages par jour pour un jeune oiseau qui vient de naître dans ses premiers jours. Donc, ils ne vont pas tous éclore la même journée non plus, hein, parce que d'une espèce à l'autre, ils vont pondre des journées, des mois différents. OK. Donc, la période de reproduction, ça demande énormément de la part du reproducteur parce que oui, il faut se lever la nuit, il faut travailler le jour aussi, donc on doit ajuster notre horaire en conséquence. Hein. Pour être sûr que ces oiseaux ne manquent pas de nourriture, ils ne peuvent pas dire, ah, il l'aura quand j'arriverai de travailler. Il ne peut pas sauter un repas, effectivement. La croissance, je vais prendre par exemple un aigle doré, justement. Écoutez, pour atteindre juste en dessous de 7 pieds d'envergure, là, il y a 8 semaines qui se passent. Donc, le développement de ce petit-là, là, ça demande énormément de protéines. Absolument. Écoute, puis là, ben, tu es obligé de tout préparer ça toi-même, le nourrir, puis de temps en temps, là, on va le voir dans une prochaine semaine, aller le reporter à la mère, parce qu'il faut qu'il y ait un contact, finalement, avec les parents. Là. OK. Au niveau de l'imprégnation, si on veut revenir un peu là-dessus, pour éviter l'imprégnation au niveau des humains, on a une porte ou une fenêtre qu'on doit respecter là, en termes de jours. Donc, après quelques semaines d'élevage à la main, on peut, sans aucun danger d'imprégnation, retourner les petits aux parents, substituer les œufs de la deuxième ponte par les petits qui ont déjà environ 12-14 jours de vie. J'ai une grande question, mais la réponse va être trop longue, je vais te la poser la semaine prochaine. En attendant, si les gens veulent avoir d'informations, Dan, on est à quel numéro de téléphone? On est au 418-475-4134. Merci beaucoup, Dan. Merci, Claude. Dan, la question qui me brûlait les lèvres l'autre jour, c'était justement le fait que l'oiseau, tu nous as déjà montré l'année dernière, et peut-être qu'on va le revoir cette année, tes oiseaux matures mangent des poussins, mangent des petits poussins. Et là, la peur que j'aurais, c'est que le parent ne l'a pas vu, son oisillon encore. Et là, tu vas aller lui porter un oisillon dans son nid, il ne pensera pas que c'est un poussin. Automatiquement, il va reconnaître que c'est son enfant, c'est son bébé. Bien, tu as raison, Claude, à 50 parce que je te dirais qu'une des pratiques qui était faite là, par le passé, c'était de donner des poussins ou des jeunes cailles vivantes
dans les volières de reproduction à l'époque de la reproduction. OK? Donc, on se ramassait avec des poulets ou des cailles dans les nids que les oiseaux de proie élevaient. Donc, c'est pour ça qu'avant de nourrir les oiseaux de proie, on va tuer, là, tout simplement, on va abattre là, la nourriture là, fraîchement tuée, puis on va le servir aux oiseaux de proie. Mais il n'y a pas de danger comme tel que l'oiseau reconnaisse le petit ou qui s'y méprenne là, avec une pièce de nourriture. Mais dans le cas de certaines espèces, on est obligé, ou de certains individus, on est obligé d'avoir recours à le nourrissage à la main pendant quelques jours, OK? Pour que l'oiseau grossisse, l'oisillon grossisse, puis là, à ce moment-là, on va le retourner aux parents sans danger. OK. OK? Donc, à ce moment-là, il va être déjà le plus gros. Théoriquement, les parents devraient le reconnaître. Sans nécessairement le reconnaître, instinctivement, ils vont aller pour couver l'oiseau puis commencer à en prendre soin. Mais il y en a d'autres, par contre, il y a certains individus qui peuvent être très agressants, donc il faut intervenir. La reproduction en captivité, oui, il y a une science dans ça, mais il y a aussi un art. Il faut regarder les parents, l'interaction qu'il y aura avec les petits, puis intervenir au bon moment, justement, pour ne pas perdre le fruit de notre saison, là. Écoute, Dan, encore une fois, je pense qu'il faut qu'on suive l'évolution de ces petits-là. Mais j'aimerais juste que tu me dises quelle espèce on a ici précisément, ceux qu'on regarde et qu'on observe là, depuis les quelques chroniques. Là. OK. Les oiseaux que vous voyez, là, c'est ça. Il y a des bœufs à queue rousse dans ça et il y a les faucons laniers. OK. OK. Puis du faucon pèlerin aussi. Donc, il va y avoir les trois sortes, qu'on va voir les différentes au niveau des grosseurs aussi. Exactement, oui. Merci, Dan. Bienvenue. Dan, aujourd'hui, on va procéder à peut-être à quelque chose qui peut faire peur à un individu normal, c'est d'aller reporter le petit dans le nid des parents, ou aller donner le petit aux parents, et là, observer ce qui va se passer pour la première nourriture ou la première bécade que tu appelles. Là. Mais là, il faut le faire dans la volière, par exemple. C'est un des moments les plus stressants pour un reproducteur, Claude, d'ailleurs. Et puis, c'est de juger, là, à savoir si les parents vont accepter le petit. Donc, on doit être là, on doit être disponible pour observer lorsqu'on fait la transition entre les œufs de la première ponte, par exemple, de la deuxième ponte, pardon, et puis le retour des nouveaux petits de la première ponte. OK. Donc, pour des parents expérimentés, il n'y a pas de problème. La transition se fait normalement sans grande difficulté. Mais pour avoir une observation dans ça, on doit avoir recours à ce qu'on appelle en anglais un peep hole. Donc, c'est un petit trou d'observation. OK. Et puis, c'est pour ça là, qu'actuellement, vous voyez le petit là, avec du noir peut-être tout le tour de la caméra. C'est qu'on n'a pas le choix de filmer au travers d'un petit trou discret comme ça pour ne pas... stresser les parents. Oui, c'est ça, déranger la scène et puis finalement que les parents ne nourrissent pas le petit à cause de nos interventions. Mais là, c'est quand même extraordinaire, les images que tu nous montres. C'est fantastique. Là, on voit vraiment la bécade, on voit vraiment le parent déchiqueter la viande puis nourrir l'oisillon. C'est extraordinaire. Bien, moi, je qualifierais ça un peu comme étant de l'observation d'oiseaux extrême. Hein? On est chanceux de pouvoir faire partie de ça puis de comprendre tous ces grands principes-là en tant que fauconnier ou en tant que reproducteur d'oiseaux de proie. Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que la reproduction en captivité, ça n'a rien à voir avec la fauconnerie comme telle. C'est quelque chose qui est satellite. C'est connexe, oui, mais ce n'est pas de la fauconnerie. Parce qu'il n'y a pas personne au Québec, à part toi, qui fait ça, là. Exactement. C'est une passion à plusieurs volets, je pourrais dire. Là. Puis moi, j'aime la développer là, dans son ensemble comme ça. Autant au niveau de la biologie, l'écologie des oiseaux de proie, que l'entraînement puis la chasse avec ces oiseaux-là comme tel. Donc, c'est encore une connaissance bien meilleure qu'un simple fauconnier qui, lui, va t'acheter un oiseau, il va faire de la fauconnerie, mais il ne fera pas de reproduction en captivité. Bien, c'est une quête personnelle et puis on n'est pas obligé de se rendre jusqu'à la reproduction en captivité pour être fauconnier. Bien, c'est comme un pêcheur, on n'est pas obligé d'être pisciculteur pour être pêcheur. Exactement. Écoute, Dan, on se voit une prochaine pour on continue sur l'évolution de tes oisillons. Merci beaucoup, Claude.
Dan, il y a quelque chose qui me surprend un peu, c'est qu'on veut tout dorloter ces petits bébés-là. On s'imagine qu'il faut qu'ils soient gardés dans la ouette, puis il faut qu'on lui fasse attention. Puis tu vas nous montrer des images que j'ai trouvées, non pas choquantes, ça m'a juste surpris de voir que tu mettais l'oiseau carrément sur la roche. Bien, ce qui arrive, Claude, c'est au niveau du développement des oiseaux, il faut prendre en considération leurs pattes. OK? Souvent, on peut se ramasser avec des pattes écartelées par un mauvais substrat. OK? Donc, un mauvais fond de nid. OK. Donc, c'est pour ça que chez certaines espèces, bon, je peux utiliser tout simplement des serviettes et des barbouillettes, mais rendu à un certain point, je suis obligé de placer soit du maïs concassé ou encore littéralement de la roche, OK? des petites pierres. Ça va selon l'espèce, puis selon ce qui sont leur évolution à l'état sauvage. Les faucons, on sait qu'ils vont creuser dans la roche normalement ou au sol directement pour faire le nid puis pondre leurs œufs finalement. OK. Donc, c'est pour ça qu'on va placer les faucons sur de la petite roche comme ça et d'autres buses, bon, sur des branches ou encore du maïs concassé. Bon, pour faire une grande distinction, tu n'es pas un gars qui se promène dans les champs puis qui attrape ces oiseaux-là puis qui les revend. Là. Il faut que ces oiseaux-là soient bagués, identifiés. Puis en réalité, il y a un contrôle du début jusqu'à la fin sur tes oiseaux en captivité. Bien, absolument, Claude. Étant fauconnier, je pense qu'à prime abord, là, je suis une personne qui est intéressée à la protection de la nature et des oiseaux de proie en général à l'état sauvage. Donc, pour garder nos cartes claires, on va placer une bague sans joint, OK? Donc, c'est une bague scellée, entre 2 et 3 semaines de vie de l'âge de l'oisillon. Par la suite, quelques jours après, bien, la patte va grossir et la bague ne sera plus capable, on ne sera plus capable d'enlever cette bague-là. OK? Donc, ça prouve que cet oiseau-là a été reproduit en captivité et a reçu une bague d'identification du reproducteur. Donc, ça va suivre l'oiseau toute sa vie. Jusqu'à sa mort, exactement. Donc, si quelqu'un, par exemple, arrivait à un accident, ça serait vraiment un accident, il trouverait un oiseau comme ça, bagué, pris dans un piège parce que peut-être un fauconnier a perdu son oiseau et malheureusement, ça peut arriver. Bien, je dirais que le pire scénario, c'est souvent des chasseurs qui ne vont pas identifier correctement le gibier, puis ils peuvent abattre un oiseau de proie comme ça, un oiseau de fauconnerie. C'est sûr qu'au Québec, on n'a pas connu de cas comme ça à venir jusqu'à date parce qu'il n'y a pas eu, on n'a pas une fauconnerie qui nous permet encore de chasser convenablement, OK? Donc, mais c'est quelque chose qu'il faut faire attention, évidemment, là, de bien identifier sa cible avant de tirer, puis afin de ne pas abattre des animaux qu'on n'aurait pas le droit d'abattre, par exemple. Dan, aujourd'hui, on va revenir juste sur un point. On voit présentement quelques oiseaux qui ont une évolution différente, c'est-à-dire qu'un âge différent. Pourrais-tu nous expliquer les images qu'on va voir dans les prochaines minutes? OK, bien, les différences de grosseur qu'on voit, même à l'intérieur de la même espèce et de la même portée, OK? Ce qui arrive, c'est qu'un oiseau va éclore une journée ou 2 journées avant ses congénères. Donc, c'est ça la différence que l'on voit au niveau des grosseurs. C'est qu'il y en a un qui a 3 jours, l'autre a 1 journée. C'est pour ça qu'on va rencontrer des différences comme ça. Et normalement, chez les espèces comme les buses et les aigles, il va y avoir beaucoup le phénomène, ce qu'on appelle de Caïn et Abel. Donc, il y aura beaucoup de combats qui vont se faire au niveau des petits. Donc, c'est important d'être vigilant là, pour le reproducteur, encore une fois, parce que c'est ce qui est arrivé dans mon cas présentement. Vous voyez, il y a des petits qui sont là, il n'y en a qu'un seul qui est avec les parents présentement, parce que les 2 qui ont été retournés, bien, le plus fort a tué l'autre. Ah bon. Donc, c'est le phénomène de Caïn et Abel qu'on appelle. OK. Donc les jeunes, entre eux autres, peuvent se tuer. Exactement. Au niveau des buses et des aigles, c'est un comportement là, qui est très fort. Par contre, chez les éperviers, les autours et les faucons, c'est pas un caractère que l'on note. Là. OK. Là, notre oiseau commence à grossir, il commence à prendre un peu de forme. Là, il commence à ressembler un peu plus. Il n'y a pas encore de grande couleur, par exemple, il est fade un peu. Comment ça va prendre de temps, toute son évolution, vers un stade qui va ressembler un peu à ses parents? OK. À partir du moment où l'oiseau va éclore, aller jusqu'au premier vol, OK,
OK? Donc, une plumaison presque complètement complétée, en fait. Là. Il y a environ 45-50 jours qui va se passer, là, tout dépendant de l'espèce de l'oiseau. Donc là, même pour l'oisillon, parce qu'on va quand même l'appeler un oisillon, c'est un adolescent. Là, il va falloir qu'il commence à quitter le nid, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il fasse ses premiers vols. La volière n'étant pas très grande, il va quand même se risquer, on va le voir dans les prochaines minutes, il va se risquer quand même à se tirer en bas du perchoir. Là. Ce qu'on appelle, ces oiseaux-là, on les appelle des branchiers. Donc, c'est des oiseaux qui vont se tenir aux alentours du nid. Ils vont sauter d'une branche à l'autre, ils vont aller au sol. Et puis, à ce stade-là, à l'état sauvage, entre autres, les oiseaux sont très vulnérables là, des phénomènes de se faire là, kidnapper, littéralement. Les gens croient que l'oiseau est malade ou blessé. Ils vont ramener cet oiseau-là à la maison alors qu'il était tout simplement dans ses premiers temps de vol. OK. Donc, ça prend quelques jours avant que l'oiseau ait suffisamment de dextérité au vol pour rester dans les arbres et puis être capable de voler convenablement. Et c'est pour ça que tu as mis dans justement leur habitat, tu as mis une branche qui remonte au nid? Exactement. C'est comme une rampe pour retourner au nid le soir pour sa sécurité, là, pour pas qu'il reste au sol, là, finalement. Je t'ai pas posé la question des dernières semaines, mais le parent qui arriverait, est-ce qu'il manipule l'oiseau, le parent aussi? Il n'y touchera pas, il va rester à part parce qu'avec ses serres, il pourrait dire, bien, je vais tasser mon bébé comme un chien ou un chat, les tasse dans le nid. Là, il ne touchera pas du tout. Comment ça se passe? Bien, c'est plutôt des gestuels avec le bec ou la tête que le parent va pousser le petit, OK, ou va encore même caresser le petit avec son bec. OK. OK? Mais il n'y a pas de manipulation au niveau des pattes qui est fait. Là. Mais là, le petit a encore besoin, je reviens un peu, mais le petit, il a encore besoin de chaleur. Il est encore frileux un peu. Est-ce que les parents se collent dessus? Est-ce qu'elle ne le couvre plus? Mais là, est-ce qu'elle le garde de façon très protectionniste? Là? Oui, surtout durant la nuit. Mais disons que les 3 premières semaines, c'est les semaines les plus critiques là, au niveau de la chaleur, que l'oiseau a besoin des parents. Par la suite, il y a une genre d'émancipation qui se fait. Là. Donc, ils ont moins besoin de la chaleur là, des parents là, après 3 semaines et 1 mois. Peux-tu leur donner l'adresse, numéro de téléphone, Dan, que les gens viennent te rencontrer ici au Centre de fauconnerie? C'est extraordinaire. Oui, c'est au 418-475-4134 et le site internet www.centredefauconnerie.com. Merci beaucoup, Dan. Merci, Claude. Dan, pendant toutes ces semaines qu'on a passées ensemble, on a parlé de fauconnerie, on a parlé de la naissance des oisillons, de l'évolution de ces oisillons-là, du contact avec les parents, mais on a tout ça dans un but premier, c'est de faire de la chasse avec un oiseau de proie. Bien, en fait, la reproduction en captivité, Claude, c'est tout simplement un moyen qui existe pour se procurer des oiseaux pour l'art de la fauconnerie. Parce que toi, tu vas en procurer à des nouveaux fauconniers aussi. Là. Oui, exactement. C'est ça qui est le but d'ailleurs. C'est pas d'avoir autant d'oiseaux puis rien faire avec. Le but d'avoir un oiseau de proie en captivité, c'est de l'entraîner dans le but de chasser du gibier sauvage. Parce qu'on a bien dit dans l'année passée, puis on va le répéter cette année, on n'achète pas une perruche. Un oiseau de proie, c'est pas une perruche. Non, absolument pas. C'est de très mauvais oiseaux de compagnie. Ça demande tellement de connaissances, des technicalités, de temps personnel pour s'occuper d'un oiseau de proie qu'on va pas... on est aussi bien de s'acheter un chien ou un chat, finalement, si on va avoir un animal de compagnie. Bon, on va juste revenir avec ça avant qu'on aille, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont manqué les chroniques de l'année dernière. Un oiseau de proie, ça n'a pas de sentiment envers toi, ça t'aime pas, ça n'a pas le... D'autres, on pense tout le temps, comme je te l'ai déjà mentionné, que l'oiseau, il va t'aimer parce que tu l'as élevé, puis tu le nourris, puis tu t'en occupes. Mais tu me dis toujours, toi, qu'il n'y a pas aucun lien affectif avec un oiseau de proie. Un oiseau de proie, Claude, là, ça répond de lui-même. Ça a un esprit tellement fort et indépendant. Là. Il ne répond pas à une société, il ne répond pas à un groupe. OK? Donc, il va chasser pour lui. C'est ce qu'un oiseau de proie est venu au monde pour faire, chasser pour se nourrir, survivre dans son milieu naturel. Donc, moi, en captivité, je dois reproduire exactement ces mêmes scènes-là de façon quotidienne. Donc, il faut absolument que l'oiseau, parce qu'en temps normal, l'oiseau, il va manger, puis il va voler, puis il va arrêter, puis il va digérer. Donc, toi, ici, tu ne peux pas le gaver outre mesure. Cet oiseau-là, il faut qu'il soit toujours avec un poids contrôlé en permanence. Exactement. Si je n'ai pas de contrôle au niveau de son appétit, à travers son poids, bien, je n'aurai pas de contrôle sur cet oiseau-là comme tel, parce qu'il finira jamais par m'aimer. Il va s'habituer,
il va être apprivoisé jusqu'à un certain